Ce qu'on oublie de dire en violence conjugale, c'est que toutes les histoires de violence conjugale, ça commence par une histoire d'amour. C'est ça qui rend les choses difficiles en violence conjugale, c'est ça qui rend les choses difficiles pour les victimes de violence conjugale. Si je devais raconter l'histoire d'une femme qui est victime de violence conjugale, je commencerais par Il était une fois, X et Y, X et X, Y et Y, qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble, un long bout de chemin ensemble, qui ont envie de construire quelque chose ensemble. C'est toujours comme ça que ça commence. Et c'est dans cette histoire d'amour-là que vient se mettre le ver dans le fruit, en quelque sorte. Ce fameux processus de domination conjugale, si je dois théoriser la problématique. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là pour qu'il y ait des coups, des blessures, des insultes, des humiliations quotidiennes, que l'un prenne le pouvoir sur l'autre et s'ingénie à écraser l'autre pendant toute la vie conjugale? Comment ça arrive, ça? Il y a beaucoup de théories, hein, donc je ne vais peut-être pas vous les raconter parce que je pense que ça peut faire l'objet de réflexions entre vous. Mais, par contre, ce dont je suis sûre, c'est que un des deux, dans cette fameuse relation, parce qu'il l'a appris quand il était petit, parce qu'il a été socialisé comme ça dans la société, parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il doit faire dans un couple, veut obtenir le pouvoir sur cette relation. Et il met les moyens, il met beaucoup de moyens, et ne se met pas de limites dans la prise de pouvoir sur l'autre. Donc, il va commencer, ça commence souvent doucement d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les victimes ne s'en rendent pas compte au début, il va commencer à essayer de mettre en place toute une série de comportements pour voir comment il va arriver à obtenir satisfaction de ses désirs, de ses besoins, et prendre le pouvoir sur l'autre, sans que l'autre s'en rende trop compte déjà. Donc souvent ça commence très bas, par une série de violences psychologiques, par exemple ma copine ou mon copain, ma femme ou mon conjoint sort avec des copains tous les vendredis soirs parce que c'est ses vieux copains d'école, et ok, en principe ça ne devrait pas m'embêter, mais ça m'embête parce que il n'est pas là, elle n'est pas là, je ne la vois plus, je ne sais pas ce qu'elle fait, etc. Et ça me ça me met mal à l'aise. Comment je vais obtenir qu'elle ne sorte plus avec ses copains ou qu'il ne sorte plus avec ses copains? Souvent, je vais bouder pendant un petit temps, je vais faire des petites remarques, je vais me mettre en colère quand elle sort, quand il sort. Enfin, je vais commencer à avoir des comportements qui vont lui faire comprendre que si elle continue, ça va pas bien se passer dans notre couple. Et si ma conjointe ou mon conjoint comprend bien ça, j'ai obtenu satisfaction de mon désir sans trop y mettre de moyens visiblement violents. Mais ça commence comme ça, à partir du moment où j'ai instauré dans ma relation que c'est moi qui décide, que c'est moi qui dois avoir satisfaction de mes besoins et de mes désirs, et que l'autre doit s'adapter à moi et se centrer sur mes besoins et mes désirs, le processus commence. Ça commence à bas bruit donc, hein. Ça commence à bas bruit. Et puis, les aléas de la vie, il va se passer des choses dans mon couple qui vont faire que je n'ai pas l'impression d'avoir le pouvoir ou que j'ai l'impression de perdre le pouvoir. Et donc, à un moment donné, dans mon histoire de couple, si je veux asseoir mon pouvoir, je vais devoir y mettre des moyens un peu plus costauds. Et c'est comme ça, par exemple, que commencent les violences physiques dans un couple. C'est pas quelque chose qui vient de rien, hein. Ça vient de ce processus qui existe déjà au départ, mais qui fait qu'à un moment donné, moi, conjoint dominant, je n'ai plus l'impression d'être dominant. Donc je dois augmenter d'un cran mes comportements de domination pour obtenir satisfaction de mes besoins. Et donc, voilà, je peux passer aux violences physiques d'un coup, parce que bouder, parce que crier, parce que claquer les portes, parce que lui montrer que je ne suis pas content, parce que l'insulter, ça ne suffit plus. Et donc, hop, je passe un cran. Et c'est comme ça que de violence en violence, s'instaure un système de domination où l'un prend le pouvoir et l'autre le perd de plus en plus. Alors quand les victimes, puisque ce sont des victimes, perdent le pouvoir de plus en plus, elles deviennent de plus en plus impuissantes, de plus en plus incapables, elles perdent confiance en elles perdent toute estime de soi, et finalement se transforment presque en loques, entre guillemets. Quand nous, on va les voir arriver, on a l'impression de voir des femmes qui n'ont plus de force,
qui n'ont plus de volonté, qui ne savent plus ce qu'elles veulent. Et on doit les aider à changer tout ça. Parce que c'est leur vie de couple qui a créé cette dynamique dans laquelle elles sont vraiment écrasées, mises dans l'impuissance. Si on s'intéresse aux couples de même sexe, bon, on peut tomber dans la conclusion que les femmes peuvent être violentes, si les lesbiennes le sont, et les hommes peuvent être victimes, donc tout le phénomène des hommes battus. Mais ça, ce raccourci-là, c'est si on met de côté le système hétérosocial et patriarcal, quand on fait juste analyser sur le plan individuel, on peut tomber dans des trucs en disant « Ah, un homme peut être battu, les hommes gays sont battus, donc tous les hommes sont potentiellement battus », en faisant fi de violences structurelles ou en termes d'hétéronormativité, sexisme, homophobie, qui, je pense, si on balaie de ça de notre analyse, on rate un peu on n'a pas un portrait global. Mais comme encore une fois, comme intervenante, moi, je vous invite en fait à en discuter en équipe, dans votre équipe professionnelle, pour voir un peu comment que les gens se situent par rapport à ça, pour avoir peut-être un discours cohérent d'équipe, et peut-être même vous faire un propre discours vous-même, parce que des fois, c'est peut-être un sujet nouveau, où on ne sait pas par quel côté prendre la situation ou le phénomène, mais ne serait-ce que mettre ensemble vos connaissances et votre point de vue sur la situation, je pense que ça pourrait vous aider à développer un discours cohérent, puis d'équipe, principalement. Et pas tomber dans l'individualisation de la violence. Parce qu'un couple ne vit pas un couple seul dans une caverne, replié sur eux-mêmes. Ils vivent dans une société, dans une communauté. Et chez les gays, il y a tout le phénomène de la communauté gay. Ce n'est pas tous les gays qui vont en faire partie ou qui veulent être rattachés à ça, mais également donc, les communautés locales, géographiques. Bref, c'est social, c'est pas uniquement individuel ou sur l'ordre des épaules d'une personne ou du couple seulement. Il faut avoir, je pense, un point de vue plus social et global. En fait, au niveau du féminine, on considère, en tout cas notre vision des choses, c'est de se dire que les violences conjugales, elles arrivent à un moment donné, pas de manière comme ça étonnante. Elles sont vraiment ancrées dans une société qui pour nous est encore assez patriarcale. Et donc j'ai un exemple un peu concret là-dessus, c'est que les petites filles, quand elles grandissent, on leur raconte des histoires de princesses. Et donc voilà, on a toutes été un peu élevées là-dedans. Et voilà, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, elles sont toutes dans une situation désespérée. Et grâce à un bel homme sur son cheval blanc, elles vont être sauvées. Et on ne connaît pas la suite de l'histoire, mais on nous met dans une espèce de situation de dépendance en nous faisant croire que c'est par le mariage et par le couple et par un homme qu'on va pouvoir sortir d'une situation difficile. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est quand même toute une construction culturelle qui est vraiment un petit exemple, hein, parce qu'on en a plein des exemples, mais qui fait qu'à un moment donné, voilà, on dit que c'est un peu de l'air ambiant, quoi. C'est la culture autour qui s'installe, et donc faut pas s'étonner qu'on soit comme ça. En général, les femmes sont dans des boulots qui sont plus de l'ordre de l'aide aux autres. On parle du care, plus en soutien. On demande aux petites filles d'être toujours assez sages, gentilles, polies. Elles peuvent pleurer, c'est pas grave. Enfin voilà. Et donc, et on élève plus les garçons dans une image de force, de pouvoir, déjà un peu de domination en fait, en se disant qu'ils peuvent avoir du poids sur les autres, ils doivent réussir, ils ne peuvent pas trop pleurer. Et voilà, après on peut essayer d'aller à contre-courant. Et ça c'est vraiment intéressant, mais c'est pas toujours facile parce que y a quand même tous ces clichés qui ressortent au travers des jeux, du rose, du bleu. Voilà, ça c'est un peu l'idée sous-jacente, en tout cas pour nous. Et on se dit que c'est vraiment un terrain fertile en fait aux violences conjugales. Et quand on en parle aux personnes qu'on rencontre, qui ont été victimes, mais ça leur parle très fort, ce genre de choses, en se disant bah oui. C'est vraiment structurel, quoi. C'est vraiment une éducation qui a fait qu'à un moment donné, on a essayé de comprendre son conjoint, de s'adapter à ses besoins, d'être toujours à l'écoute. Et de l'autre côté, il y a eu des prises de pouvoir, quoi. Voilà, donc
Ça, c'était un peu l'idée qui a eu lieu pendant le séminaire. Donc, c'était vraiment montrer comment on a fait un petit jeu ludique, comment au travers des adjectifs qui caractérisent les hommes et les femmes, on pouvait déjà montrer comment des mots symbolisaient le pouvoir. Et puis, du côté des femmes, c'était des questions de soumission. Et on se rend compte... par exemple, quand on voit que les femmes ont du mal à accéder à des postes à responsabilité, ça fait partie aussi de ce schéma-là, en fait. Et voilà, donc en fait, les violences conjugales, c'est jamais que la pointe de l'iceberg, mais il est bien gros l'iceberg en bas, et c'est les fondements qu'il faut changer. Donc il faut un peu changer la société à ce niveau-là. Peut-être pas même qu'un peu, il faut pas mal faire de choses. Et donc, voilà, c'était un peu le but de notre intervention, en tout cas. Il y a 1 heure, j'ai rencontré une dame que j'ai connue toute jeune. En fait, elle était enceinte de son 3e enfant. Et c'est vraiment quelqu'un, en la revoyant comme ça 8 ans après, qui a fait une route d'autonomie vraiment impressionnante. Par exemple, elle n'osait pas venir à Charleroi, elle habite un petit village et elle avait vraiment beaucoup de craintes. Et en travaillant avec elle, petit à petit, on a notamment fait un film d'animation en fait avec elle. On en discutait, elle trouvait qu'elle a vraiment fait du chemin, notamment en termes de qui je suis, ce que je veux dans ma vie et surtout ce que je veux plus. Et ça, c'est un peu tout notre boulot, c'est de pouvoir permettre à chacun de faire son parcours. Et là-dessus, on nage un peu à contre-courant dans le sens où, pour parler en général des femmes, on se rend compte qu'elles ont été quand même souvent élevées dans une tradition de soutien à l'autre, d'aide, d'être très gentil, poli, de faire passer ses devoirs avant ses droits, d'être à l'écoute. Et là, notamment par rapport à elle, c'était maintenant, quand je suis pas d'accord, je le dis, et je peux aussi m'affirmer dans ce que je suis moi, seule, indépendante, et mes envies et mes projets aussi, parce qu'elle a plein de projets. Et je me suis dit que c'était vraiment un bel exemple de travail à long terme qu'elle a fait elle. En tout cas, on a peut-être un peu aidé à l'outiller et tout, mais elle a vraiment fait tout ce boulot-là en me disant, tu vois, moi, je me laisse plus faire, quoi. Et avec elle, on avait justement parlé un peu des histoires de contes. Où on se disait, tiens, depuis qu'on est petite, nous les filles, on nous raconte des histoires de contes magnifiques avec Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, qui sont des femmes un peu perdues avec beaucoup de problèmes. Et grâce à un homme beau, sur un beau cheval, elles peuvent s'en sortir. Et il y a toujours cette image de l'éducation qui fait qu'elles s'en sortiront grâce à quelqu'un d'autre et grâce surtout à un homme et en étant mariées. Et donc ça se termine toujours par « ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants ». Mais bon, donc c'est pas vraiment la suite. Et c'est là-dessus, en tout cas, qu'on trouve que là, il y a quelque chose qui cloche un peu dans notre culture. C'est on est encore dans une société très patriarcale où l'homme est un peu vu comme un sauveur et la femme un peu vue comme quelqu'un à sauver ou un peu soumise et toujours conciliante, en tout cas, dans sa vie. Et donc voilà, je pense à cet homme parce que je me dis que tout ce boulot de fond, de se dire on peut décoder un peu tout ça, montrer tous ces mécanismes de l'homme fort qui a du pouvoir, qui peut dominer, qui peut prendre des décisions, et cette femme qui n'arrive pas vraiment à en prendre mais qui est très à l'écoute maternelle et plus à l'intérieur de la maison et du foyer. Si on commence à décoder tout ça et à se dire qu'on n'est pas forcément en adéquation là-dessus et que ça c'est vraiment des codes culturels, alors on peut avoir une autre prise sur sa vie et une autre prise sur ses décisions. Et donc, par exemple, un des livres qui est catastrophique pour nous, c'est Mars et Vénus, qui est un ramassis de clichés et qui malheureusement a beaucoup de succès. Et c'est intéressant de démonter tous ces clichés-là. Voilà, ça c'est un peu notre travail de fond. Donc nous, en fait, ce qu'on considère, c'est que les violences conjugales, c'est vraiment le sommet de toute cette culture qui est là, sous-jacente et qui a bien mis ses marques. Et donc, il faut commencer à déconstruire tout ça pour arriver à ce qu'il n'y ait plus de violence et plus d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc, je vais vous illustrer le processus de domination conjugale, donc cette relation de pouvoir dans le couple qui est à la base des violences conjugales, hein. Rappelons-nous ça, par l'histoire de Marie et de Jean. C'est des noms d'emprunt, mais c'est une histoire vraie. Marie, je la rencontre après 6 ans de violences conjugales.
où elle nous arrive vraiment très très abîmée physiquement. Elle vient de l'hôpital, elle a eu des coups et blessures très importants, membres cassés, fracture du crâne, etc. Et quand elle nous raconte son histoire, effectivement, ça commence par une histoire d'amour avec Jean. Jean, elle le rencontre après un premier divorce, qui s'était bien passé au demeurant, et elle avait un petit garçon de ce divorce, et elle rencontre Jean, et là c'est le coup de foudre. Le coup de foudre que comme dans les films. Quand Marie nous décrit son coup de foudre, 6 ans après, et après autant de violence, elle a encore des étoiles dans les yeux. Tellement c'était fort. Donc c'est tellement fort pour tous les deux que très vite ils s'installent ensemble. Et là, c'est vraiment la belle histoire d'amour comme dans les films. L'histoire d'amour telle que tout le monde voudrait la connaître. Ils sont tout le temps ensemble. C'est très physique entre eux, ils se tiennent beaucoup par la main, ils se touchent beaucoup. Elle me décrit une Saint-Valentin merveilleuse dans leur chambre qui donnait dans le grenier avec ouverture sous les étoiles. Il avait créé un CD avec toutes les chansons d'amour qu'ils aimaient tous les deux. Ils avaient passé une nuit merveilleuse. Donc voilà, c'est là-dedans qu'ils baignaient tous les deux quand les premières violences ont commencé. Et comment ces violences ont-elles commencé? Tout bêtement, un jour, ils étaient dans la rue, 2 mois après leur mise en ménage, et tout d'un coup, Marie veut prendre la main de Jean, comme elle fait d'habitude, et Jean enlève sa main. Il la rejette. Inquiétude de Marie, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas prendre ma main? Elle réessaye, il s'écarte. Mais il ne dit rien. Il rentre à la maison, toujours sans ne rien dire, et va s'enfermer dans sa pièce. Et pendant 2 jours, il va faire comme ça. Il ne va pas lui parler, il va être différent de ce qu'il a été depuis le début. À savoir quelqu'un de très physiquement présent, très affectivement présent, qui la prend souvent dans ses bras, qui l'embrasse. Là, il va faire tout le contraire. Donc ça va mettre Marie dans une inquiétude monstrueuse. Vous imaginez bien quand même cette inquiétude. Hein? Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour qu'il me fasse ça alors qu'on était si bien ensemble là? C'était une histoire merveilleuse. Et elle va avoir peur que ça s'arrête. Et donc elle va chercher les raisons. Et elle va trouver, Marie. Elle va trouver qu'en effet, une semaine auparavant, il avait fait une remarque sur sa copine Martine. Sa copine avec qui elle était restée très liée après son divorce, parce que sa fameuse copine Martine, c'était quelqu'un qui l'avait beaucoup aidée. Et donc, elle y tenait beaucoup à Martine. Elle avait beaucoup d'alliance avec Martine. Donc, une fois par mois, elle sortait entre filles. Et donc, au début de la relation, Jean n'avait rien dit sur ces sorties. Mais une semaine auparavant, elle a quand même fait une petite remarque sur Martine et sur les fréquentations de Martine, qui était célibataire, qui n'était peut-être pas la personne la plus adéquate pour elle. Bon, il n'aimait pas trop qu'elle sorte, mais il n'en avait pas dit trop. Et donc, elle va se souvenir de ça. Et elle va se dire, mais c'est ça le problème. Ah, c'est Martine le problème. Et donc, je dois arrêter de sortir avec Martine et ça ira mieux dans mon couple. Effectivement, elle lui dit qu'elle a compris qu'avec Martine, ça ne se passe pas bien, il a raison de dire que Martine, c'est pas une bonne fréquentation pour elle, et elle arrête de sortir avec Martine. Et hop, tout redevient comme au début. Il redevient gentil, il redevient aimant, il redevient affectivement présent, etc. Voilà le début d'une histoire de possession de l'autre, de prise de pouvoir sur l'autre. Comment s'y est pris Jean pour arriver à ses fins? Il n'a pas discuté avec Martine. Il n'a pas dit « je ne suis pas d'accord que tu sortes avec sa copine Marie ». Il n'a pas dit « je ne suis pas d'accord que tu sortes avec Martine ». Il n'a rien dit de tout ça. Il n'a pas discuté. Il a simplement fait comprendre à sa copine Marie qu'elle avait intérêt à ne pas lui déplaire. Et donc, il l'a mise sous son pouvoir, automatiquement. Parce que si ça s'était passé correctement, il y aurait une discussion entre les deux. Et Marie aurait pu dire, oui, mais tu te rends compte, c'est pas juste que tu m'empêches de sortir avec Martine, quand même, c'est ma copine. Tu sais, moi, quand je sors avec Martine, je ne vais pas voir d'autres hommes, je ne te trahis pas, donc tu n'as pas à t'inquiéter. S'il y avait eu une réelle discussion, il y aurait eu un partage des inquiétudes de Jean vis-à-vis de sa relation avec Martine. Non. Là, Jean a décidé qu'il ne voulait plus qu'elle sorte avec Martine, et il s'y est pris de manière à ce qu'il arrive à ses fins. Voilà une des formes de violence utilisées dans le couple pour obtenir le pouvoir sur l'autre sans trop y mettre de moyens. Évidemment, au début de la relation, rares sont les hommes qui vont recourir à la violence physique pour obtenir satisfaction de leurs désirs, parce qu'en tout début de relation, ils ne sont pas certains que la conjointe va rester s'ils utilisent des violences fortes. Donc souvent, les violences, ça commence comme ça.